Bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais discuter comment et pourquoi les démocrates sont si souvent traités de nazis. Alors, c'est pas toujours de façon aussi directe, et je commencerai par un exemple d'une approche plus indirecte. Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Alors là, Macron est plus ou moins en train de dire que les gilets jaunes sont des nazis ou des fascistes. Mais il le fait de façon assez habile et assez subtile dans le sens que il ne prononce jamais les mots gilet jaune ni le mot fasciste ou le mot nazi. Mais tout le monde comprend très bien. Il y a des façons beaucoup plus directes et dont je vais vous donner un extrait maintenant. Mais j'ai un regard un peu inquiet parce que je suis historien de formation et dès qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Ça a commencé comme ça, et Mussolini et Hitler. Dès que l'on fait appel au peuple, le peuple dirige vers la dictature tout un pays. Alors là, c'est très clair, les démocrates sont traités de fascistes. Euh, ce qu'affirme Carrière est historiquement complètement faux. C'est-à-dire que Hitler a d'abord obtenu le pouvoir et puis c'est ensuite seulement qu'il a fait des plébiscites, des référendums, dans des conditions qui étaient tout à fait spéciales, c'est-à-dire après avoir instauré une terreur. Et Mussolini aussi a acquis le pouvoir par la force et non pas par des référendums. Et tous les deux, que ce soit Hitler ou Mussolini, aucun des deux n'aurait voulu un référendum d'initiative citoyenne. Ce qu'ils ont fait, c'est beaucoup plus proche d'un plébiscite ou d'un référendum d'initiative présidentielle. Donc ils auraient tous les deux été contre le référendum d'initiative citoyenne, comme ceux d'ailleurs qui les appellent à leur secours pour attaquer le référendum d'initiative citoyenne. Et puis bon, troisième erreur, les votations, les référendums ne conduisent pas nécessairement à la dictature, il suffit de voir le cas de la Suisse. Donc, M. Carrère connaît très mal l'histoire de l'Allemagne, de l'Italie et puis de la Suisse. Ça fait beaucoup pour un historien, et là c'est encore un point intéressant, c'est qu'il a une formation d'historien, alors qu'il fait de très grossières erreurs historiques. Et là, vous voyez qu'il faut vous méfier des experts. Donc, souvent, on vous dit oui, mais ces sujets sont très compliqués, tel ou tel sujet est très compliqué, il faut écouter les experts. Et bien là, vous avez un historien, donc un expert de l'histoire, et vous voyez ce qui sort de sa bouche. Donc, vous voyez qu'il faut se méfier des experts. En traitant les démocrates de nazis de façon directe, comme ça vient d'être fait maintenant, ou bien de façon un peu plus indirecte, comme on l'a vu dans l'extrait de Macron, c'est d'abord une insulte. Il s'agit d'insulter le démocrate. Laisse écouter une réaction de Rodriguez qui réagit à ces insultes. Signé donc Benjamin Griveaux. Jérôme Rodriguez est en notre compagnie. Vous êtes un des Gilets jaunes ayant préparé la manifestation. Peut-être une première réaction à ce tweet de Benjamin Griveaux? Ouais, franchement, ça me désole d'avoir des hommes politiques qui se permettent de traiter les Français comme ça. Ça veut dire quoi? Je suis un putschiste, moi? Je suis un raciste? Monsieur Griveaux, je défends mes droits. Donc ça suffit, ce genre de petites phrases. Parce que si moi, je me permettais de l'insulter comme je me sens insulté par son tweet, d'accord? Si moi, je l'insulte, on vient me chercher chez moi en garde à vue. Tout simplement. Donc à un moment donné, il faut peut-être que ces gens-là mesurent un petit peu leurs paroles. Au-delà des insultes, c'est de l'intimidation. Ça veut dire que vous devenez tout d'un coup un pestiféré. Euh, donc on ne peut plus vous écouter parce que vous êtes un pestiféré. Et puis même les gens peuvent plus tellement avoir de contact avec vous parce que s'ils ont un contact avec vous qui est pestiféré, ils deviendront eux aussi pestiférés. Cette méthode a un impact important. Je prendrai l'exemple d'Étienne Chouard. Donc bien avant les Gilets jaunes, il défendait déjà la démocratie.
Et Étienne Schwartz, c'est le démocrate par excellence. Et évidemment, il fallait l'abattre, et donc il a été traité de fasciste. D'un côté, ça a eu un succès, d'un côté, ça n'a pas eu de succès. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de gens qui l'écoutaient, et puis ces gens qui l'écoutaient, ils savaient bien que Étienne Schwartz n'était pas un fasciste, c'était très clairement un homme de gauche, et qu'il était très clairement un démocrate et absolument pas un fasciste. Par contre, ça l'a empêché, disons, pour ceux qui connaissaient pas très bien, tout d'un coup on disait oui, mais celui-là c'est un fasciste, écoutez-le pas. Et donc ça a pénalisé au fond la diffusion de son message démocrate qu'il avait. Et à un point où il s'est même, durant une certaine période, un peu mis en retrait, parce qu'il craignait que vraiment d'intervenir comme il serait intervenu spontanément, vu l'étiquette de pestiféré qu'on lui avait collée, ça nuirait plutôt aux causes qu'il cherchait à défendre. Donc c'est une situation tout à fait dégueulasse. Un démocrate qui se trouve en situation de ne pas trop devoir défendre la démocratie parce qu'on lui a accroché une étiquette de pestiféré qui fait que son intervention pour défendre la démocratie nuirait justement au mouvement démocrate. C'est complètement dégueulasse, mais c'est relativement bien efficace. Et puis on voit cette efficacité encore très récemment, lorsque Ruffin a parlé d'Étienne Schwartz, donc il avait fait une conférence de presse sur le référendum d'initiative citoyenne, et puis il a simplement rendu hommage il a cité le nom d'Étienne Schwartz en disant, en rendant hommage à son rôle de précurseur pour le référendum d'initiative citoyenne, ce qui était simplement un fait. Étienne Schwartz n'est pas le seul à avoir, avant même les Gilets jaunes, défendu le référendum d'initiative citoyenne, mais c'était certainement l'un des plus écoutés. Et Ruffin a simplement cité son nom comme l'un des précurseurs. Et ensuite, Ruffin a reçu une volée de bois vert parce que juste de citer le nom d'Étienne Schwartz, qui était justement le pestiféré, ça a valu à Ruffin une volée de bois vert. Et donc là, vous voyez quand même l'efficacité de cette tactique de traiter les gens de nazis, de fascistes. C'est pas simplement une insulte, c'est aussi quelque chose qui a une efficacité pour exclure, pour mettre hors jeu, pour empêcher ces gens si je prends l'exemple d'Étienne Schwartz, de diffuser ses idées démocratiques. Et bon, ça ne l'a pas réellement empêché parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui le suivaient savaient bien qu'il était un démocrate. Et Étienne Schwartz est encore très conscient de la puissance de ce mécanisme, et je vais vous montrer maintenant une vidéo récente d'Étienne Schwartz. C'est tout à fait extravagant de me présenter comme le père d'Uric. Souvent, d'ailleurs, j'ai l'impression que ça relève d'une manœuvre qui consiste à associer cette procédure exceptionnelle, essentielle, à une personne, pour ensuite discréditer cette personne en discréditant la procédure dans le même geste, sans avoir à argumenter sur le fond. Finalement, les antidémocrates, s'ils se prétendent eux-mêmes démocrates, ils n'ont pas tellement de solutions pour combattre les véritables démocrates. Parce que les véritables démocrates vont dire, nous, on veut le référendum d'initiative citoyenne, parce qu'on veut que le peuple ait le pouvoir. Donc, le peuple, c'est Demos, le pouvoir, c'est Kratos, on veut que le peuple ait le pouvoir. Et puis ceux qui se prétendent démocrates, mais qui ne le sont pas, c'est difficile quand même pour eux de dire on ne veut pas que le Demos ait le Kratos, parce que c'est incohérent. Compte tenu de cette incohérence, au fond, la seule façon qu'il peut procéder, c'est de paralyser la raison. Et pour paralyser la raison, eh bien, une bonne méthode, c'est de traiter son adversaire, donc traiter le véritable démocrate de
fascistes, nazis, etc. Cette façon de procéder peut aussi être vue comme la deuxième partie d'un enfumage, où la première partie consiste à appeler démocratie quelque chose qui n'est pas de la démocratie. Donc d'appeler démocratie le système électif, qui n'est en réalité pas une démocratie, parce que simplement les citoyens élisent périodiquement leur maître et n'ont rien à dire entre deux élections, perdent tout pouvoir, le démos perd tout kratos entre deux élections. Et donc, appeler ça démocratie, ça c'est la première partie de l'enfumage. Et si on s'arrête là, alors il y a simplement deux types de démocratie, la démocratie directe et puis la démocratie représentative. Et puis, bon, en réalité, la démocratie représentative n'est pas une démocratie, mais bon, on peut rester comme ça avec l'idée qu'il y a ces deux types de démocratie. Mais c'est un enfumage qui est à moitié fait, parce que, évidemment, la question va tout de suite venir entre la démocratie directe et puis la démocratie représentative, c'est lequel des deux systèmes est le plus démocratique. Et poser la question, c'est y répondre, c'est plus ou moins évident que la démocratie directe est plus démocratique que la démocratie représentative. Et puis si on réfléchit bien à la question, on se rend compte que la démocratie représentative n'est en fait pas une démocratie. Donc c'est quand même dangereux pour les antidémocrates, cette situation de semi-enfumage où il reste un enfumage réussi parce qu'on parle de démocratie représentative, mais quand même il reste l'idée de démocratie directe. Alors pour compléter l'enfumage, c'est bien d'avoir fait la première partie de parler de démocratie représentative, mais ce qu'il faut encore faire, c'est que la démocratie directe ne soit plus une démocratie. Donc il n'y a qu'une seule démocratie, c'est la démocratie représentative. Et pour que la démocratie directe soit plus une démocratie, je veux dire, rationnellement, c'est impossible à argumenter, mais par contre, avec un peu de terreur, c'est possible, c'est-à-dire, il suffit de dire, la démocratie directe, c'est du nazisme, c'est du fascisme. Et c'est ce qu'on entendait plus ou moins Carrière dire tout à l'heure dans cette vidéo. C'est ce que, bon, souvent c'est fait de façon un peu plus subtile que ça quand même, mais l'idée c'est de dire le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, ça c'est du fascisme. Et là, l'enfumage est complet. Ça fonctionne sur une terreur, c'est du terrorisme intellectuel. Cette terreur peut aller, on ne sait pas où elle s'arrête, et elle peut déboucher sur non seulement un terrorisme intellectuel, mais un terrorisme physique aussi. Parce que si cette foule de nazis, quelque part, on ne les voit plus tout à fait comme des êtres humains, puisque c'est des nazis. Et puis donc on peut tirer dans la foule par exemple. Et là on arrive à un terrorisme physique où il s'agit par la terreur physique de dissuader les gens d'aller manifester par exemple. Ou bien on peut les criminaliser. Et là je vous laisse écouter la vidéo suivante. Le mouvement dit des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection. Les manifestants sont accusés d'insurrection, et l'insurrection, il faut savoir, c'est condamnable par le code pénal. Donc on est là en train vraiment de criminaliser. Et puis bien sûr, au-delà de cette criminalisation, il y a simplement donc la menace de la prison. Il y a aussi la menace physique directement de se faire arracher un œil ou arracher une main, et de dissuader ainsi les gens de manifester. Alors pour ce qui est de se faire arracher un œil, ça peut arriver à des manifestants absolument pacifistes, par exemple Rodriguez, dont je vous laisse écouter maintenant un passage. Ils sont là à faire des effets médiatiques, à nous donner des petites phrases, à nous traiter de xénophobes. Attendez, on est où? Faut peut-être arrêter. Vous voyez, à un moment donné, quand moi je me fais insulter d'extrémistes et xénophobes, je pense à mes deux arrière-grands-parents, où je vois leurs photos chez mon grand-père avec le pyjama bariolé des camps de concentration. Donc moi, ça me fait mal de me faire traiter par M. Griveaux de xénophobe. Voilà, je trouve assez impressionnant de la part de Rodriguez de rester quand même si calme après ce que le gouvernement lui a fait finalement.
alors qu'il n'était absolument pas une menace, qu'il n'était pas du tout un casseur. Alors il va falloir gérer le fait que les démocrates se font assez typiquement traiter de nazis. Et ce que ça signifie pour vous, c'est premièrement quand vous entendez quelqu'un se faire traiter de nazi, il faut bien réaliser que ça donne aucune indication comme quoi cette personne sera un nazi, bien au contraire. C'est bien plutôt une indication que la personne qui traite de nazi n'avait plus d'arguments et puis a été réduit à utiliser ce genre de procédé. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si vous êtes vous-même traité de nazi, là c'est important de riposter, c'est-à-dire vous pourriez avoir tendance à dire ouais mais ça c'est tellement débile comme accusation, ça mérite même pas une réponse. Mais en fait c'est très important de dénoncer le procédé. Bon, on peut être créatif aussi sur la façon de dénoncer le procédé. Par exemple, Onfray, pendant toute une période, très souvent, il faisait lui-même la liste de cette litanie. Il disait, voilà, on va me traiter de vichiste, fasciste, nazi, etc. Et il faisait lui-même toute la liste. Et ça, c'était quand même relativement efficace pour démonter le procédé. Donc il peut y avoir aussi d'autres façons, mais au minimum, dénoncer le procédé. Et ce qu'il faut voir, c'est que si vous faites traiter de nazi, finalement, c'est peut-être plus facile à gérer que si c'est dit de façon beaucoup plus indirecte, je sais pas, par exemple populiste, parce que si vous faites traiter de nazi, vous pouvez assez facilement dénoncer le procédé, tandis que si c'est quelque chose de beaucoup plus indirect, ça sera aussi plus difficile de le dénoncer. Et puis ensuite, si vous vous dites, ne me traitez, ouais, je comprends bien que vous me traitez de nazi, mais ne traitez-moi pas de nazi, eh bien, l'autre il va dire, ouais, mais j'ai jamais dit ça, il faut pas être hystérique, etc. Donc c'est plus difficile à gérer, mais au minimum, on peut dénoncer l'attaque personnelle et puis dire, bon, ça c'est une insulte, si vous avez des arguments, dites vos arguments et on en discute, mais juste ce que vous venez de dire là, c'est juste une insulte. Bon, il ne faut pas non plus, si vous ne faites pas traiter de nazi, vous sentir insulté parce que bon, vous pouvez vous dire, mais bon, moi aussi je réfléchis par moi-même, comment ça se fait qu'il y ait juste ces gens-là qui se fassent traiter de nazi et moi pas. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, moi, je me suis jamais fait traiter de nazi, mais il faut voir que je suis un petit poisson. Là, j'ai 40 abonnés sur ma chaîne. Et donc, il faudrait non seulement être très malhonnête, mais aussi très idiot pour me traiter de nazi, parce que, évidemment, à chaque fois qu'on traite quelqu'un de nazi, c'est l'arme, on émousse son arme. Et donc, il est plus habile de garder ça pour des gens qui ont une grande audience, ou de traiter de nazis les gens qui ont une grande audience que des personnes qui ont peu d'audience. Et c'est pour ça que la plupart des gens, nous n'allons pas nous faire traiter de nazis et que c'est pas pour ça qu'ils vont déduire qu'on n'était pas en train de réfléchir par nous-mêmes. C'est simplement qu'on est des petits poissons. Et que ça vaut pas la peine de sortir la grosse artillerie contre nous. Voilà, si vous avez des idées sur comment réagir quand on se fait traiter de nazi ou de façon plus indirecte, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo aura été utile et à la prochaine.